Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute, le podcast proposé par Onigate, le site de l'hypnose fictionnelle. Aujourd'hui, on va faire une petite session On épluche un livre. C'est la première fois qu'on fait ça, on a déjà fait par le passé, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, une première session On épluche un film. On avait fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry et j'étais un petit peu impatient de faire ça avec un livre. Le concept est très très simple, on va parler pendant un petit quart d'heure d'un livre, un livre en particulier très connu, très important, un monument de la littérature de science-fiction, à savoir Dune de Frank Herbert. En plus, il va être bientôt adapté au cinéma, en tout cas... Il devrait sortir prochainement au mois de décembre, le Dune de Denis Villeneuve. On va en parler un petit peu plus en détail au niveau de l'adaptation cinématographique et ce à quoi on peut s'attendre. En tout cas, le roman a définitivement marqué l'histoire de la littérature mondiale, en particulier le genre de science-fiction, puisqu'il a été l'inspiration de tout un monde, de tout un pan de l'imaginaire associé à la science-fiction, aussi bien au cinéma que dans la télévision, les séries et les livres, évidemment, les BD. Dune a été vraiment une œuvre fondatrice, quoi. Alors, on fait pas trop des fondations sur du sable, mais là, il se trouve que ça a marché et que sur ces dunes de la planète Arrakis, ont pu se construire un univers fictionnel incroyable, et c'est bien ça qui nous intéresse parce que nous, on surkiffe les univers fictionnels, puisqu'on s'est même fixé pour objectif de nous en inventer nous-mêmes grâce à l'auto-hypnose. Vous allez voir que l'hypnose aussi, c'est un sujet qui est présent dans Dune, pas de manière directe, mais plutôt dans le style d'écriture de Frank Herbert. Notamment avec cette scène du début qui constitue en soi techniquement une véritable induction hypnotique. C'est-à-dire que la scène du Gom Jabbar où il y a l'aiguille qui doit être mortelle pour les non-humains et qui va être une espèce d'expérience, une épreuve pour Paul Atreides pour voir si c'est vraiment un humain, s'il va supporter parce que seul un humain peut supporter cette douleur dans ce cube un peu mystérieux dans lequel il va mettre sa main. Enfin bref, c'est carrément de l'hypnose et ça nous fait rentrer d'autant plus dans l'œuvre qu'on y va avec notre inconscient, avec notre subconscient et qu'on attaque direct dans une immersion de haut level, j'ai envie de dire. Alors avant de continuer, je vais faire un petit peu mon syndrome de l'imposteur, hein. C'est un phénomène dont on avait parlé dans une interview avec Fanny. Dans un précédent podcast, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se cherche une légitimité, qu'on ne se sent pas trop légitime pour parler, mais en fait... c'est vrai que l'œuvre est tellement impressionnante que j'aurais pu être tenté de me dire non, tu ne peux pas parler de Dune, c'est trop énorme. Et il doit y avoir des centaines de milliers de gens qui sont plus spécialistes que toi de l'œuvre. Et après tout, non. Je me suis dit, comme je dis souvent dans le podcast, passion vaut accréditation. Donc le livre m'a passionné, il m'a totalement conquis quand je l'ai lu sur ma petite liseuse il y a de ça presque 2 ans. Et je me suis dit que voilà, j'ai suffisamment kiffé le livre pour me permettre d'en toucher 2 mots à mes auditeurs aujourd'hui. D'autant plus que le rapprochement avec tout ce qu'on défend à Onigate, à savoir une autre utilisation de l'hypnose, une hypnose plus ludique, une hypnose fictionnelle. On essaie aussi de se motiver les uns les autres à pratiquer des exercices psychiques, à pratiquer la découverte de nos mondes intérieurs.
Donc le rapport était assez évident. Avec Dune, il y avait beaucoup de choses à en dire. Voilà, fin de la parenthèse du syndrome de l'imposteur, on peut continuer. La modernité de ce livre est vraiment incroyable, puisqu'on a une présence de ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'intelligence artificielle qui est hyper développée dans ce futur ni dystopique ni utopique. En fait, c'est un futur très 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 lointain. C'est la particularité de ce livre, c'est que c'est censé se passer dans 10 000 ans ou un truc comme ça, ou dans 20 000 ans, je sais plus exactement. Mais bref, c'est très loin, et en tout cas, il y a des gens qui sont un peu des genres de robots, qui sont des mantas, c'est des genres d'ordinateurs humains, on va dire, dont l'utilité est surtout de prévoir le futur et de faire usage de préscience et de connaissances un petit peu infinies aussi. C'est des personnes ressources plus, quoi. Et puis on a les Fremen, donc les habitants de la planète Arrakis, on va dire les autochtones, qui sont un peu plus sauvages, mais très performants en ce qui concerne la survie sur une planète où il est quand même difficile de survivre. Et puis ils ont une culture, une richesse qu'on va découvrir un petit peu au fil du roman, qui est très intéressante, et notamment une espèce de sens de l'écologie. Et alors les Fremen, on va les retrouver indirectement dans plein d'autres films par la suite. Ils vont inspirer d'autres films. Peut-être on pourrait y voir des Fremen dans la planète Pandora d'Avatar de James Cameron, ou bien sûr dans Star Wars. Alors Star Wars a pompé plein de trucs dans Dune, c'est assez énorme. Et on a aussi quelque chose que je trouve très très actuel, c'est l'ordre des Bene Gesserit, ou Bene Gesserit, je ne sais pas comment on prononce le G, du coup, voilà, ça y est. Cet ordre est un ordre féminin, féministe, j'ai envie de dire, surhumain, qui consiste en une lignée de personnes qui ont des capacités surnaturelles et des connaissances très importantes transmises de mère en fille ou de savante à initiée. Enfin, je sais plus tellement comment ça marche, mais en tout cas c'est un ordre qui a beaucoup de pouvoir dans la hiérarchie dans l'univers de Dune, et qui est incarné par le personnage de Dame Jessica, qui est la mère de Paul Atreides. Donc justement, il y a une histoire de désobéissance parce qu'elle était vis-à-vis de l'ordre plus ou moins censée faire une fille et pas un garçon. Donc là, il y a aussi cet enjeu un petit peu de genre, de sexe, par rapport aux capacités surhumaines qu'on peut avoir. C'est hyper passionnant. Et ça résonne à fond avec un petit peu l'évolution de la société actuelle, et cette espèce d'accélération des enjeux féministes en ce moment qu'on connaît aussi bien aux États-Unis qu'en France, que dans plein de pays à travers les printemps arabes, les différentes révolutions qu'il peut y avoir dans le monde. Les lignes bougent, et moi j'ai vu quelque chose de très parlant dans tous les personnages hyper intéressants féminins qui sont dans cette œuvre. Et puis alors on pourrait parler des méchants, mais bon, ils m'intéressent un petit peu moins, les méchants, mais vous allez voir qu'ils vont vous rappeler aussi beaucoup de genres de méchants de plein d'autres films sortis par la suite. Alors aussi, dernier truc très actuel dans Dune, c'est l'aspect écologie, puisque c'est un livre fondamentalement écologiste dans le rapport à l'énergie, c'est-à-dire que la gestion des ressources énergétiques des planètes est un des thèmes centraux du livre, puisque l'exploitation de l'épice, qui ne se trouve un peu que sur
que sur la planète Dune. Enfin, c'est sur cette planète... c'est cette planète qui va être un peu l'objet de... le centre d'intérêt premier de tous les gens qui exploitent l'épice dans l'univers. L'épice qui procure, je crois, de l'éternité et d'autres choses cool. Donc voilà, la gestion de cette énergie, de cette ressource est très importante. Et on a même, en annexe du livre, un chapitre entier qui parle de l'écologie de la planète Dune, de comment ça marche sur Arrakis. Arrakis, c'est l'autre nom de la planète Dune. Et on voit que l'auteur a déjà lui-même été très loin dans le détail et dans la réflexion sur comment on gère une planète et comment on fait pour la maintenir en état et qu'est-ce qui fonctionne sur une planète. Finalement, c'est un écosystème, c'est un équilibre qui peut s'avérer fragile. On en sait quelque chose, nous, avec notre petite planète bleue. Et c'est en soi un art, une science que de comprendre les mécanismes d'une planète dans son ensemble. Voilà, il y a vraiment plein de trucs super intéressants et super modernes et super actuels dans Dune. On peut y voir effectivement une œuvre un petit peu prophétique, un petit peu, on peut y voir de la préscience. Alors moi j'ai vraiment kiffé, hein. J'ai été concrètement immergé. Je me suis senti à travers plusieurs perceptions sensorielles, quasiment toutes en fait, parce que tous les sens sont mis à contribution dans ce livre. Ça c'est un tour de force de l'auteur que d'arriver à nous capter par l'odorat, par le goût, par la vue, par la proprioception, les mouvements, la kinésiologie, sur cette planète ensablée, avec les températures, l'atmosphère, l'ambiance, la lumière, dans des paysages surnaturels ou aussi dans les palais, les différents endroits aussi qu'on peut trouver dans le livre. Et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à Dune pour le podcast de l'Onironaute, parce que on est ici sensible effectivement à tout ce qui peut augmenter la sensation d'immersion dans une fiction, puisque nous sommes nous-mêmes, en tant qu'Onironautes amateurs, à la recherche de techniques pouvant nous faire vivre des fictions intenses et sympas à explorer. Alors aussi, on peut difficilement parler de Dune sans parler de l'histoire de ses adaptations cinématographiques, puisque alors on va remonter dans le temps, on va partir de l'actualité la plus récente. Dune va être adapté au cinéma, va bientôt sortir, à la réalisation de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson dans le rôle de Dame Jessica. Une distribution qui a l'air très très bien, Oscar Isaac aussi, enfin bref, une belle distribution pour une très grosse production, pour une adaptation qui promet d'être sans doute très réussie, crédible. Je ne connais pas de mauvais film fait par Denis Villeneuve, qui est à mon sens un des 4 ou 5 réalisateurs les plus talentueux du moment. Un réalisateur canadien qui a fait, bien sûr, Premier Contact, qui était aussi un grand film de science-fiction, Blade Runner 2049, auquel j'ai pas tout compris. Je vous avoue que j'ai pas trop compris le scénario de ce film, mais avec une mise en scène, une image, une qualité à couper le souffle. Donc là aussi, mis au service de l'œuvre de Frank Herbert, ça ne peut que donner quelque chose de très intéressant sur le plan cinématographique. Et puis ensuite, on va remonter un petit peu dans le temps, on va rater quelques adaptations ratées justement, puisque elles sont censées être plutôt ratées. Et moi-même, je les ai ratées, donc on va les rater ensemble. Et puis on va arriver au Dune de Lynch, qui lui aussi est considéré comme étant un peu raté, en tout cas par David Lynch lui-même,
qui a déclaré ne pas être satisfait du tout de ce qui est sorti au final. C'était pas le film qu'il aurait voulu faire et c'est plutôt un échec majeur dans sa carrière. Donc voilà, je pense que c'est un film qui est intéressant à voir de toute façon au niveau cinématographique parce que tout n'est pas raté dans ce film, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis c'est David Lynch quoi, David Lynch c'est quand même Twin Peaks, Mulholland Drive, Eraserhead et tellement de films qui nous intéressent à nous les onironautes parce que le David Lynch a ce talent de nous représenter des séquences qui nous font penser au fonctionnement des rêves, à notre manière de penser qu'on a à l'intérieur de nos têtes, enfin bon bref. Lynch est un onironaute de première et je pense bien qu'un jour on parlera d'un film de Lynch ou de plusieurs films de Lynch dans ce podcast. Et donc on continue à remonter dans le temps et on arrive bien sûr à l'adaptation qui ne s'est jamais faite de Dune par Alejandro Jodorowsky, qui est un immense auteur, un auteur de BD, de science-fiction. Déjà, je pense que la BD de science-fiction écrite par Jodorowsky, ça représente des ouvrages qui sont en soi fondateur de plein de choses, de plein d'inspirations. Toute la série de l'Incal, bien sûr, les métabarons, les technopères. Enfin là, on est vraiment sur des monuments de l'histoire de la BD de science-fiction. Et puis Jodorowsky, bien sûr, qui a été, qui est toujours vivant. Donc on va pas parler au passé. C'est un réalisateur de films, un auteur de livres, un auteur de BD. Un génie vivant touche à tout, qui a toujours été à fond d'expériences psychédéliques et de recherche intérieure, spirituelle, appliquée, mise en pratique. C'est un cerveau bouillonnant, quelqu'un qui a eu de cesse d'explorer les capacités psychiques de l'être humain. Donc ce fameux Jodorowsky, il a essayé d'adapter Dune au cinéma. Et ça a été, je crois, à peu près 10 ans de galère où il a eu des échecs à répétition pour obtenir les fonds, pour obtenir de la production, pour pouvoir réaliser ce film très 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 ambitieux. Sans doute peut-être trop ambitieux, peut-être que c'est ça qui a fait capoter le projet. En tout cas, à l'époque, il a été en collaboration étroite avec un immense artiste. Encore, vous allez dire que je vous parle que des immenses artistes, que je trouve tout le monde un immense artiste, mais c'est vraiment le cas, c'est Jean-Giraud Moebius, qui est pour moi le plus grand dessinateur de l'histoire. Voilà, allons-y directement. Moebius est le plus grand dessinateur de l'histoire. Et c'est un dessinateur qui avait un imaginaire extrêmement développé, une capacité aussi de dessiner cet imaginaire absolument singulière. Et puis c'est aussi un très grand auteur de BD, un très grand dessinateur de BD, c'est l'auteur de Blueberry et de plein d'autres choses essentielles dans l'histoire de la BD. Et donc Moebius a collaboré avec Jodorowsky pour dessiner les décors, les costumes, les images de ce qui allait devenir Dune et ce qui n'est jamais devenu Dune, mais ce qui a été réutilisé par tout un tas de productions ultérieures telles que Alien, Blade Runner, Star Wars et d'une certaine manière presque toute la science-fiction d'Hollywood. Donc des dizaines de films majeurs que tout le monde connaît ont été directement inspirés des dessins de Moebius réalisés pour le projet de film Dune de Alejandro Jodorowsky. Alors toute cette histoire est racontée dans le film Jodorowsky's Dune, qui est un documentaire que je vous recommande à 214,5%. Mais c'est juste délirant de voir qu'à un moment donné, on avait Moebius avec Jodorowsky qui voulait faire jouer Dali dans une adaptation d'un roman absolument génial qui est Dune. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que j'avais envie de dire sur ce roman.
Donc, bien évidemment, je vous recommande de guetter la sortie du film Dune de Denis Villeneuve. Je crois que ce sera pour le mois de décembre de cette année. Et bien sûr, de lire Dune dès que ça sera possible pour vous si vous ne l'avez pas déjà lu. Et puis, je vous recommande aussi le documentaire sur le Dune de Jodorowsky. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écoutez, portez-vous bien, lisez des bons bouquins, matez des bons films et propulsez-vous en hypnose fictionnelle dès que possible. À bientôt les amis onironautes.